Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans, et ma famille m'a explicitement demandé de ne pas venir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre sous prétexte que ma présence mettrait tout le monde mal à l'aise, ce sont les mots exacts que ma mère a prononcés au téléphone. D'un ton aussi calme que si elle commentait la météo, alors qu'elle était en train de m'exclure d'une tradition familiale que nous partagions depuis mon enfance. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas supplié, j'ai simplement dit d'accord avant de raccrocher pour m'asseoir sur le bord de mon lit dans mon appartement parisien, fixant le mur pendant que la ville s'animait à l'extérieur pour célébrer sans moi. J'ai donc passé la soirée seule, lumières éteintes et télévision en sourdine, observant les feux d'artifice à travers la fenêtre comme s'ils appartenaient à un autre monde, me répétant que cela m'était égal et que j'avais choisi cette tranquillité. Mais la vérité est que cela me faisait bien plus mal que je ne voulais l'admettre. À minuit 15 précise, mon téléphone a sonné et c'était mon frère, Thomas, dont la respiration saccadée et paniquée m'a tout de suite indiqué que quelque chose de grave se passait. Sa voix tremblait lorsqu'il m'a demandé ce que j'avais fait, expliquant que notre père venait de voir les informations et qu'il n'arrivait plus à respirer normalement. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte familiale. Je me suis appuyé contre le plan de travail de ma cuisine, serrant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal, lui demandant de se calmer et de m'expliquer de quelles informations il parlait, mais avant qu'il ne puisse répondre. Mon esprit repassait déjà le film des événements car ma famille ne m'avait pas banni sur un coup de tête. Cela couvait depuis des années car pour eux, j'étais l'élément perturbateur, la fille compliquée qui ne rentrait pas dans le cadre parfait qu'ils aimaient présenter au monde, mes parents chérissant la stabilité, la prévisibilité et les carrières sécurisées. Mon frère avait suivi le script à la lettre avec son poste de cadre en CDI, son mariage avant 30 ans et son pavillon en banlieue, alors que moi. J'avais quitté un excellent job à 26 ans pour lancer ma propre boîte avec seulement mes économies et la conviction têtue que je pouvais bâtir quelque chose de grand. C'est là que les remarques ont commencé, on me disait que j'étais irréaliste, que je me croyais plus maligne que les autres ou que mes idées mettaient les gens mal à l'aise. Les dîners de famille se transformant en interrogatoires où l'on me demandait sans cesse quand je comptais reprendre un vrai travail. Quand j'ai cessé de venir aussi souvent, ils ont dit que je me prenais de haut, et quand je venais, ils prétendaient que ma présence gâchait l'ambiance, jusqu'à ce que ce ressentiment devienne ce message clair pour le nouvel an, ne viens pas. Alors je ne suis pas venu, j'ai trinqué seul à minuit avec une coupe de champagne bon marché, pieds nus sur le carrelage de ma cuisine, sans embrassade ni décompte, avec pour seul bruit les clameurs lointaines de la rue. Je me souviens avoir ri doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il est absurde de voir à quel point le succès peut être solitaire quand les personnes avec qui vous voulez le partager refusent de le voir. Léa, a répété mon frère d'une voix brisée, papa regardait une émission économique à la télé, ils ont cité le nom de ton entreprise pour parler de sa valorisation, il est devenu livide, maman s'est mise à hurler et papa s'est effondré sur le canapé. Il respire mal et demande sans cesse si c'est vraiment toi. J'ai fermé les yeux, réalisant que c'était enfin sorti, je n'avais rien dit à ma famille non pas pour me cacher, mais parce qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer mon projet, ils le balayaient d'un revers de main comme s'il s'agissait d'une passade ou d'un rêve utopique. Alors quand les investisseurs se sont manifestés, quand la croissance a explosé et que les chiffres sont devenus incontestables, j'ai gardé le silence car je n'avais plus besoin de leur approbation, ou du moins c'est ce que je me racontais. Qu'est-ce que les infos ont dit exactement, ai-je demandé, et après un silence, Thomas a lâché que les journalistes t'avaient présenté comme la fondatrice devenue milliardaire du jour au lendemain suite à l'annonce du rachat de ta société. Le mot milliardaire est resté suspendu dans l'air et je me suis laissé glisser contre un meuble de cuisine, non pas par choc car la journée avait déjà été surréaliste, mais à cause du timing cruel, pendant que ma famille trinquait sans moi pour fêter une année dont j'étais exclu. Le monde venait d'annoncer quelque chose qui les forcerait à me voir différemment, qu'ils le veuillent ou non. J'ai murmuré que je n'avais jamais voulu que papa la prenne comme ça, mais Thomas s'est emporté en disant que ce n'était pas la question, que maman était en état de choc et ne cessait de répéter que ce n'était pas possible pendant que papa s'étouffait de stupéfaction. Je me suis relevé brusquement, ordonnant à mon frère d'appeler le SAMU sans discuter, et en raccrochant, j'ai regardé mon appartement, ce lieu que ma famille imaginait comme la preuve de mon échec et de ma précarité. Ils n'avaient pas vu les nuits blanches, les risques, les sacrifices, ni la version de moi qui continuait d'avancer même quand personne n'applaudissait. J'ai pris mon manteau et mes clés, sachant que s'ils ne voulaient pas de moi pour le réveillon parce que je les dérangeais, mon absence et ma réussite étaient désormais impossibles à ignorer. En sortant dans l'air froid de la nuit pour rejoindre cette famille qui m'avait repoussé, je savais que ce n'était que le début de ce qu'ils allaient apprendre. Quand je suis arrivé devant chez mes parents,
la rue était envahie de gyrophares bleus et rouges qui balayaient les murs familiers comme un avertissement, une ambulance stationnait dans l'allée et la voix de ma mère perçait le froid avant même que je ne descende de voiture. Elle pleurait, à moitié en sanglots et à moitié en train de s'agiter auprès d'un secouriste, répétant mon nom comme une question et une accusation à la fois. À l'intérieur, mon père, Marc, était assis sur le canapé avec un masque à oxygène, la poitrine soulevée par des mouvements irréguliers et le regard vide, mais quand il m'a vu, il a tenté de se redresser dans un nouvel élan de panique avant qu'un infirmier ne le force doucement à se rasseoir. Thomas se tenait à l'écart, pâle et tremblant, et pendant un instant, personne n'a parlé, comme si ma seule présence avait vidé la pièce de son oxygène. Le regard de mon père ne me quittait plus et malgré le masque, sa voix était rauque quand il a réussi à demander si ce qu'il avait vu à la télé était vrai, si c'était vraiment moi. La pièce me paraissait trop petite, chargée de toutes ces années de silence et de jugement, et j'ai simplement hoché la tête en disant que oui, c'était vrai. Les pleurs de ma mère se sont arrêtés net, remplacés par une inspiration brusque, et elle a murmuré le mot milliardaire comme si le prononcer trop fort risquait de briser quelque chose. Je n'ai pas cherché à corriger ou à embellir, j'ai juste confirmé que c'était arrivé d'un coup pour les médias, même si nous savions tous que c'était le résultat d'années de travail sur lesquelles personne ici ne s'était jamais attardé. Les ambulanciers ont échangé un regard soulagé en voyant que la respiration de mon père se stabilisait, expliquant qu'il s'agissait d'une crise d'angoisse déclenchée par le choc et qu'il avait surtout besoin de repos. Une fois les secours partis, un silence pesant s'est installé et ma mère a fait un geste pour m'inviter à m'asseoir avant de se raviser, comme si elle ne savait plus si elle en avait encore le droit. Mon père a retiré son masque, sa voix était plus calme mais lourde d'une confusion douloureuse lorsqu'il m'a demandé pourquoi je ne leur avais rien dit. J'ai senti une tension monter en moi et j'ai répondu que j'avais essayé pendant des années, mais qu'à chaque fois que je parlais de mon travail, il me disait que ce n'était pas sérieux, que je les mettais mal à l'aise et que je me ridiculisais. Thomas a baissé les yeux vers le sol et ma mère a ouvert la bouche sans trouver les mots, tandis que mon père a fini par dire qu'il s'inquiétait simplement pour moi. J'ai laissé échapper un rire bref et sans joie, leur rappelant qu'ils m'avaient banni de la Saint-Sylvestre pour ne pas gâcher l'ambiance et que j'avais passé la soirée seul dans mon salon pendant que mon frère m'appelait à minuit passé parce qu'une annonce télévisée les empêchait de respirer. Ces mots étaient irréfutables et ma mère s'est effondrée dans un fauteuil en se cachant le visage, prétextant qu'il ne savait pas et qu'il n'avait pas compris. Je me suis approché pour lui dire doucement que c'était bien là le problème, il n'avait jamais essayé de comprendre. Mon père me paraissait plus vieux et plus fragile que dans mes souvenirs, avouant qu'il pensait que le succès devait ressembler à un certain modèle et que si je ne suivais pas leur chemin, j'étais forcément perdu, avant d'ajouter, les yeux brillants, qu'il s'était trompé. Entendre cela n'effaçait pas les années de distance, mais cela ouvrait une brèche faite d'honnêteté plutôt que de soulagement ou de pardon. Ils ont alors commencé à me poser de vraies questions sur l'entreprise, sur ses débuts et sur les moments où j'avais failli tout perdre, et pour la première fois, personne ne m'a interrompu avec des conseils ou des mises en garde. Ils écoutaient, et en parlant, j'ai réalisé que leur approbation n'avait plus le pouvoir que je lui avais autrefois prêté, elle ne me complétait pas, je restais la même femme qu'ils avaient rejetée quelques heures plus tôt. Au moment de partir, ma mère a pris ma main et m'a demandé de venir l'année prochaine, mais j'ai croisé son regard en répondant simplement qu'on verrait bien, car une invitation ne signifie rien si elle n'est lancée que parce que le monde a décidé que vous valiez quelque chose. Dehors, les restes des feux d'artifice jonchaient encore le trottoir et la fête de la veille semblait déjà oubliée, je suis resté un moment dans ma voiture avant de démarrer, savourant le silence. J'ai pensé à la facilité avec laquelle les gens rejettent ce qu'ils ne comprennent pas et à la rapidité avec laquelle ils réécrivent l'histoire une fois que le succès est visible, réalisant à quel point il est solitaire de grandir au-delà de l'image que les autres veulent garder de vous. Je suis rentré chez moi alors que le soleil commençait à se lever sur une nouvelle année qui commençait, avec ou sans le raccord. Si mon histoire prouve une chose, c'est bien celle-ci, être exclu ne signifie pas que vous avez tort, être douté ne signifie pas que vous allez échouer, et parfois, les gens qui disent que vous les mettez mal à l'aise sont juste terrifiés à l'idée que vous finissiez par les dépasser.